Bonsoir à toutes et à tous, nouveau numéro de défense. D'ailleurs, quand on parle de défense et de stratégie, il y a un concept qu'il faut rappeler. Mieux vaut agir que parler, continuer à prévoir un coup d'avance et se préparer au scénario du pire. Et dans le cas où ses amis proposent une stratégie qui s'oppose à ses propres intérêts, ne pas hésiter à le faire savoir de manière discrète comme publique. Le plus important, c'est que le message passe. Et mon premier invité, Sergueï Girnov, ancien colonel du KGB. Je vous ai vu sourire d'ailleurs à l'instant, Sergueï, au moment de la présentation. Il faut savoir se dire les choses, Sergueï. Et à l'instant, vous nous disiez d'ailleurs il y a 15 jours que c'était la guerre des nerfs qui se déroulait entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, cette guerre et l'actualité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui dans le monde de la défense. Est-ce que vous pensez véritablement, Sergueï, que le président russe n'a pas fait de déclaration de guerre, il dit tout simplement ce qu'il pense. Selon lui, l'Ukraine n'existe pas. Si, il a fait la déclaration de guerre. En même temps, on ne va pas dramatiser trop ce qui s'est passé à Moscou, parce qu'il faut rappeler que la guerre en Ukraine de Russie, elle est là depuis 8 ans. Poutine a commencé cette guerre en 2014. Seulement, en 2014, il l'assumait pas. Il ne disait pas que ce sont les troupes russes qui étaient en réalité en guerre. Il faisait semblant que c'est soi-disant les séparatistes ukrainiens qui réglaient leur affaire avec Kiev à l'intérieur de l'Ukraine. Là, si vous voulez, il a éclairci en quelque sorte sa position, et c'est comme ça qu'en signant les documents lundi sur la reconnaissance de l'indépendance de ces deux petites républiques autoproclamées, il a franchi un pas très important à l'international. Ça veut dire qu'il s'est mis hors la loi. Et le secrétaire général des Nations Unies lui a rappelé tout de suite qu'il a violé la souveraineté territoriale de l'Ukraine, et maintenant il est hors la loi au niveau international. Oui, mais vous y avez cru d'ailleurs au sein de votre carrière, au sein du KGB, puisque c'était l'idéologie aussi russe. Est-ce qu'il a tort, le président russe, de dire « je ne veux pas de militaires occidentaux à mes frontières » ? Il a tort absolument de le dire, parce qu'il n'y a aucun militaire occidental à sa frontière. En Ukraine. En Ukraine, il y a pas de militaires occidentaux. Et en fait, c'est le président Poutine, par rapport à ça, il ment. Il ment d'abord à son électorat à l'intérieur de Russie, parce qu'en fait, à l'extérieur, tout le monde le sait. Après, il n'a pas tort de défendre ses intérêts, mais je vous rappelle aussi que le principal ennemi stratégique de Russie, ce ne sont pas les Occidentaux. Les Occidentaux, pour la Russie, ce sont les clients, ce sont les fournisseurs, et son principal ennemi, c'est la Chine, qui est un monstre, qui est à la frontière directe orientale de Russie, et qui a ses regards sur la Sibérie et l'Extrême-Orient. Donc, par rapport à ça, Poutine se trompe complètement d'ennemi. Est-ce que vous diriez, à l'inverse, justement, ce que ne disent pas d'ailleurs la plupart des médias, que Vladimir Poutine a accepté ou alors est tombé dans le piège que lui a tendu la CIA, c'est-à-dire on va vous pousser à la guerre? Absolument, oui. Il a joué, ça je le dis depuis toujours, hein. Poutine joue le jeu occidental et le jeu de l'OTAN et des États-Unis. L'OTAN était une organisation morte en 1991 à la dislocation de l'Union soviétique. Et pendant 10 ans, l'OTAN se cherchait, ne savait pas à quoi il servait. Et Poutine, quand il a commencé ces sortes de propagande anti-OTAN et anti-Occident, il l'a fait renaître. Il a obtenu cette année, grâce à lui, l'OTAN a obtenu son budget le plus important de tous les temps. Grâce à Poutine, le Pentagone a obtenu son budget le plus important de tous les temps. Et donc, Poutine est un excellent agent de l'OTAN et des États-Unis. Vous y allez fort là quand même. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire finalement que Vladimir Poutine, en le sachant ou en ne le sachant pas, joue le rôle des internationaux? En le sachant parfaitement, parce qu'il n'est pas imbécile. Et donc, pour moi, il joue parfaitement ce jeu. Donc, en fait, il fait une sorte d'épouvantail pour l'Occident qui permet au complexe militaro-industriel américain, à l'OTAN, de progresser, et à la CIA, aux services secrets. Tous les services secrets et tous les militaires de l'Occident adorent Vladimir Poutine. Parce que ça, depuis 10 ans,
ça leur a permis de renaître et de se remettre en question, etc. Il y a autre chose. Vladimir Poutine, en signant ce document, a commis une faute géopolitique extraordinaire et je crois la plus grave de sa vie. Parce que lundi 21 février 2022, Vladimir Poutine a signé la fin de la Fédération de Russie. Maintenant, c'est-à-dire, Sergueï, c'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle république autonome de Russie peut proclamer son indépendance et Vladimir Poutine s'est coupé toute argumentation pour ne pas le faire. Oui, mais la plupart d'entre elles, pardonnez-moi de vous couper, la plupart d'entre elles sont pro-russes, sont pro-Kremlin. Pas du tout. Ah, là, vous vous trompez. C'est-à-dire C'est-à-dire que le Kazakhstan est pro-russe. Non, là, je parle pas de Kazakhstan, je parle pas à l'international, je parle de la Russie. La Russie à l'intérieur, c'est une énorme fédération. Russie à l'intérieur, c'est 17 millions de kilomètres carrés. La Russie à l'intérieur a d'énormes problèmes à l'intérieur. Oui, mais la Sibérie, la Sibérie. Justement, je parle de Sibérie. Justement, je parle par exemple du territoire de Tumen qui produit du gaz et du pétrole pour la Russie, mais qui est pauvre parce que tout est pris par la Fédération de Russie. Donc ce territoire, il veut dire je proclame mon indépendance et je garde mon gaz et mon pétrole pour moi, pour mes habitants. Yakoutie, qui produit les diamants, de l'or, du pétrole et du gaz, veut demain proclamer son indépendance en disant que je garde les matières premières et mes richesses du sol qui sont chez moi, pour moi, et je vais commercer directement avec la Chine. Et je veux, à la limite, même me demander mon rattachement à la Chine. Et Vladimir Poutine, de toute façon, dans 30 ans, dans 50 ans, il aura perdu la Sibérie et l'Extrême-Orient de la Russie. Mais par sa signature, jusqu'à maintenant, il avait, si vous voulez, la logique pour lui. Il avait le droit pour lui. En signant ces documents, il s'est enlevé cette argumentation du droit. Maintenant, n'importe quelle composante. Je vous rappelle aussi que la Fédération de Russie, sur le papier, est un organisme qui réunit des territoires et des républiques. Ça veut dire chaque république qui compose la Russie, la Fédération de Russie, en principe, a le droit d'auto-indépendance. Et maintenant, Vladimir Poutine a signé la fin de la Russie. Écoutez, on reviendra et vous reviendrez pour l'en parler et pour l'expliquer. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, ancien colonel du KGB. Merci à vous. Merci. Autre dossier, autre crise, autre tension. L'Iran et les puissances occidentales se dirigent vers un accord intérimaire jusqu'en 2025, mais n'octroient pas le droit aux inspecteurs de l'AIEA de visiter à nouveau les sites nucléaires. Où en est l'Iran? Où est-elle au seuil du nucléaire? Les précisions d'Océane Nicole, et on en parle juste après avec notre invité. Ce n'est désormais plus un secret, l'Iran aurait profité de ces derniers mois pour dissimuler des stocks et des sites de production souterrains d'uranium enrichi. Le 31 janvier dernier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé que l'Iran avait déplacé des capacités de fabrication de centrifuges sensibles de Karaj vers un site non spécifié à Ispahan. Selon le rapport, il suffirait de quelques semaines à l'Iran pour être au seuil du nucléaire. Que ce soit proche de Natanz ou Ispahan, d'autres sites qualifiés de secrets auraient vu le jour sans qu'aucun inspecteur de l'AIEA n'ait pu confirmer ce qu'il se passait. Alors dans les détails, comment ça se traduit? Un rapport publié récemment par le centre de recherche Institute for Science and International Security s'est concentré davantage sur un site nucléaire suspect d'Ispahan. Le site a été créé en 2004, il va rester intact jusqu'en 2020. Ici son entrée principale. Novembre 2020, les premiers travaux commencent. Sur ces images satellites, on constate des travaux d'entrée de tunnel le 19 octobre 2020. Presque un an plus tard, le 10 novembre 2021, plusieurs sites de construction sont sortis de terre, de fer et de béton sur 2 endroits différents, de stocks de matériaux non précisés, une voie pavée également construite. Dans l'entrée sud, les travaux sont aussi considérables. 16 juin 2020, l'entrée du site est sommaire. 19 novembre 2021, la route est bétonnée, élargie. L'entrée d'un tunnel a vu le jour. Un site de construction de métal également. Même scénario dans l'entrée nord, un site de construction de métal et autres produits est sorti de terre. À l'intérieur de ces sites enfouis sur plus de 180 à 200 mètres de profondeur, l'installation de conversion d'uranium, l'usine de production de zirconium, y compris la production d'uranium métal et un complexe de tunnels.
Dans le cadre des explosions et des incidents dits mystérieux contre les installations sensibles iraniennes, il semble que les responsables iraniens aient déplacé d'autres sites de production dans les montagnes entre les villes de Natanz et Ispahan. Hypothèse confirmée par les déclarations d'Ali Akbar Salehi, alors chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, en avril 2021. Nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour déplacer toutes nos installations sensibles au cœur de la montagne, près de Natanz. Selon certaines indiscrétions, un accord intérimaire signé à Vienne ne permettrait pas aux inspecteurs de l'AIEA de visiter ces nouvelles installations. Et notre invité exceptionnel, Dr Olli Heinonen, vous êtes ancien directeur général adjoint de l'AIEA, vous êtes également chercheur au Stimson Institute, vous avez vous-même inspecté plusieurs sites nucléaires dont celui de Fordo. Êtes-vous surpris de ce que l'on appelle, dans le jargon des renseignements, le trou noir en termes de renseignements sur le nouveau site nucléaire iranien? First of all, thank you for having me. Avant tout, je vous remercie de m'avoir invité. Oui, c'est toujours une possibilité. En 2010, l'Iran a annoncé via Feridoun Abbasi Davani et Ali Akbar Salehi qu'ils avaient à l'esprit 10 localisations différentes pour un site d'enrichissement d'uranium nouvelle génération, mais qu'ils n'avaient pas encore choisi l'endroit pour les construire. Nous savons que les constructions ont commencé, l'une dans la région de Natanz et la seconde à Ispahan. Savons-nous ce qu'il y a ou ce qu'il y aura à l'intérieur? La réponse à ce stade est non. What will be on those places? I don't think we know at this point of time. Selon les fuites dans la presse, les inspecteurs de l'AIEA ne seront pas autorisés à visiter les nouvelles installations nucléaires iraniennes. C'est un non-sens pour vous ou c'est justifié? I think we have here two aspects and we need to keep in our mind. One is the JCPOA. Pour répondre à votre question, nous avons besoin d'avoir à l'esprit deux données. Le premier outil d'inspection est le fameux JCPOA, avec certaines restrictions concernant le rôle des inspecteurs. Le second outil de l'agence est le NPT. Il s'agit de l'outil légal de l'AIEA. Sous cette juridiction, les inspecteurs ont tous les droits. Personne ne peut les bloquer si leur requête est justifiée. Il est donc important d'avoir une vue d'ensemble et ne pas se concentrer uniquement sur le JCPOA. S'il y a eu du matériel nucléaire ou un site nucléaire, c'est à l'agence atomique sous le mandat de ce fameux NPT de l'inspecter. L'ancien directeur du Mossad, Yossi Cohen, affirme qu'il va falloir plusieurs mois à l'Iran avant d'être au seuil du nucléaire. Vous affirmez l'inverse et vous parlez de quelques semaines, quelques mois à peine. Oui, nous avons constaté un changement radical par rapport à 2015 lorsque l'accord du JCPOA a été signé. Et ce, sous deux aspects. Tout d'abord, l'Iran dispose de beaucoup plus de sites de nouvelles centrifugeuses qui fonctionnent parfaitement. Elles sont capables d'enrichir de l'uranium à un taux élevé. Les Iraniens savent donc comment procéder. Le seuil nucléaire pourrait être atteint au bout de 4 à 6 mois si les restrictions du JCPOA sont reconduites pour le nouvel accord. Mais il y a une grande différence. Il s'agit du programme balistique de l'Iran. Nous avons observé dans les archives iraniennes de Téhéran et celles extraites par Israël. Les archives ont clairement montré que l'Iran avançait à grands pas vers un dispositif nucléaire très perfectionné. Jusqu'à quel stade ont-ils poursuivi leur avancée à ce jour? Nous ne le savons pas. Ils construisent des sites sur lesquels ils produisent des ogives à tête nucléaire ou leurs composants et font tourner ces sites à plein régime. Nous savons que certains de ces sites ont été démantelés et certains fonctionnent toujours. Mais les avons-nous tous inspectés? Non, je ne le pense pas. Le dernier point est ce que l'on appelle les véhicules de missiles à rentrée multiple, les MIRV, qui concernent en premier lieu les missiles intercontinentaux. Le système est d'abord conceptualisé pour 3 missiles. Mais aujourd'hui, il dispose de systèmes de missiles plus modernes, donc certains missiles à propergol solide. Vous comprenez donc que la situation a changé depuis 2015. Et lorsque vous mettez ensemble ces 3 éléments dont je viens de parler et qui ne peuvent pas être dissociés, les nouvelles centrifugeuses, le programme balistique et les nouveaux systèmes de missiles intercontinentaux, et que l'Iran décide d'accélérer son programme d'enrichissement d'uranium à un taux élevé, le pays sera en mesure de produire en masse des composants de missiles nucléaires. Donc si l'Iran continue à ce rythme, la communauté internationale n'aura que quelques mois à peine pour stopper le programme. Le moment est critique pour qu'elle agisse. Regardons et comparons avec la crise en Ukraine. Comment la communauté internationale peut-elle stopper cette crise? Pour répondre à cette question, j'en pose une autre. Savons-nous où se situent toutes ces forces militaires? C'est cela la vraie question. Donc revenons à l'Iran. C'est pour cela que le nouvel accord du JCPOA doit être redécidé d'une manière totalement différente. The whole JCPOA has to be designed in a very, very different way. Et en même temps,
Certains experts, comme l'américain et spécialiste du domaine David Albright, affirment que la communauté internationale n'a quasiment rien fait des archives nucléaires dérobées par le Mossad. Est-ce que vous confirmez cela aussi ? Je ne dirais pas intégralement, mais je dois reconnaître malheureusement que c'est un début très lent. Au sein des membres de l'AIEA, certains disent que c'est de l'histoire ancienne, pourquoi s'en soucier ? Ils disent « Oh, mais c'était il y a une vingtaine d'années ». Ce n'est pas approprié de dire cela, parce que nous ne savons pas où l'Iran en est aujourd'hui. Nous savons, par l'intermédiaire des membres de l'AIEA, que certains matériaux nucléaires n'ont pas été déclarés ou révélés. Les inspecteurs ont trouvé des particules nucléaires dans les sites censés être inspectés sous l'accord du JCPOA. L'Iran doit donner des explications et fournir l'accès à ces matériaux. Nous devons utiliser tout ce qui est entre nos mains, l'intégralité du fameux protocole NBT dont j'ai parlé plus tôt, et il est temps que les inspecteurs de l'AIEA opèrent comme il faut. Selon les termes de l'accord potentiel en 2025, l'Iran pourrait enrichir de l'uranium autant qu'il le souhaite. Mais la question finalement, est-ce qu'il ne sera pas déjà trop tard en 2025 ? Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'accepter ces conditions. Mon approche sera différente. Je suggère que les partenaires du JCPOA se penchent plus profondément sur le programme nucléaire iranien et qu'ils ne se contentent pas d'appliquer de manière automatique telle ou telle levée de restrictions. Que se passera-t-il en 2025 ? Les Iraniens ont-ils besoin d'un uranium enrichi à un tel niveau ? C'est de la foutaise. Il y a encore un stock énorme datant de la guerre froide aux mains des États qui l'avaient produit. Il n'y a donc aucune raison que l'Iran produise une goutte de plus d'uranium enrichi à ce niveau. Docteur, si dans le cas hypothétique où vous deviez apposer votre signature à cet accord qui se trame à Vienne, vous le feriez ? Non, pas sans en voir l'accord pour commencer. Mais si je devais apposer ma signature sur cet accord qui reprend les termes du JCPOA sans aucun changement, je ne l'aurais pas signé. Wow. Et même après les dernières fuites dans la presse. Cela dépend de certaines données, mais je pense que le JCPOA a besoin de corrections fondamentales. Pas de levée automatique des restrictions, pas de nécessité de produire plus d'uranium enrichi à un tel niveau. Il faut pouvoir accéder à tous leurs sites nucléaires, dont certains doivent être démantelés, de manière fiable et irrévocable. Merci infiniment, Dr Olli Heinonen, ancien directeur général adjoint de l'AIEA, d'avoir répondu à nos questions pour Défense. Merci à vous. Je me rejoins sur ce plateau au Seine Nicole. On vient de l'entendre, l'ancien directeur général adjoint de l'AIEA, qui n'est pas forcément en faveur d'un nouvel accord. C'est le cas de Benny Gantz également. Tout à fait, on a entendu des propos lors d'une conférence des présidents des organisations juives américaines. Ça s'est passé en Israël. Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, qui en a profité justement pour dénoncer cet accord qui pourrait être signé très prochainement à Vienne. Un accord qui, selon lui, donnerait les mains libres à l'Iran pour enrichir une nouvelle fois son programme nucléaire. Il a aussi parlé et demandé aux inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'être plus vigilants. Mais ce qui est intéressant dans ces propos et dans cette conférence que le ministre israélien a donné, ce sont les révélations notamment sur l'armement en Iran. On le sait et on en parle régulièrement, les capacités nucléaires ont considérablement augmenté, se sont développées, mais également ses capacités militaires et son armement. Et selon les propos de Benny Gantz dévoilés donc mardi, l'Iran a augmenté de 50% son budget de sécurité. C'est donc assez énorme en 7 ans à peine, et ce, même si les États-Unis, depuis 2018, ont imposé des sanctions économiques sur le pays. Ça n'a absolument pas gêné et empêché le régime des Mollahs d'enrichir donc son programme, son armement et ses capacités militaires. Et on le voit sur le terrain avec notamment des drones de plus en plus développés, de plus en plus précis, des drones kamikazes, des drones armés. Le dernier exemple en date qu'on peut citer avec ce drone de confession iranienne qui avait été envoyé, c'était il y a quelques semaines, en direction des Émirats Arabes Unis. Et on va en parler dans un instant avec notre invité. Et en même temps, Benny Gantz révèle que l'Iran déploie sa toile également en Amérique latine. Tout à fait. On en avait parlé ensemble il y a quelques semaines, quelques mois, notamment au Venezuela. Le Venezuela qui est l'un des plus grands alliés de l'Iran, notamment en Amérique du Sud. Et donc, étant donné que l'Iran enrichit son armement et ses capacités militaires dans le pays, évidemment, il en fait profiter un petit peu ses alliés dans la région, que ce soit en Syrie ou encore avec le Hezbollah, mais aussi ses alliés beaucoup plus loin, donc avec le Hezbollah. Et là aussi, dans ses déclarations, Benny Gantz, il a notamment montré une photo, celle d'un drone ou de confession
donc iranienne qui est donc directement aux mains du président Venezuela, donc signe donc que l'Iran arme donc le Venezuela. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute les déclarations donc faites par le ministre israélien de la Défense. Je voudrais révéler jusqu'où l'agression iranienne est arrivée. J'ai apporté avec moi une seule image qui vaut vraiment mieux que 1000 mots. Cette image montre un modèle du drone iranien avancé Mohajer, présenté par le président vénézuélien. Outre le développement de drones iraniens au Venezuela, nos évaluations montrent que des missiles de précision sont livrés pour ces drones et d'autres modèles similaires. L'Iran est véritablement un défi mondial et régional et pas seulement une menace pour l'État d'Israël. Merci, Océane Nicole, à la semaine prochaine. Merci Mathias. Et pour parler de ces menaces que fait peser le Hezbollah dans la région nord, après l'envoi, on le sait, de ce drone pendant plusieurs minutes dans le ciel israélien, j'ai le plaisir de donner la parole à Zvika Chaimovic, général de brigade de réserve de l'armée israélienne, ancien commandant de la défense antiaérienne israélienne. Est-ce que pour vous, général de brigade, c'est une faille opérationnelle, le fait qu'Israël n'ait pas réussi à intercepter ce drone envoyé par le Hezbollah? Avant toute chose, il faut bien comprendre ce que ça implique exactement d'avoir affaire à de si petites structures aériennes. Ce n'est pas la première fois que le Hezbollah, le Hamas et d'autres entités ennemies ont recours à des drones. C'est une tendance qui se développe dans le monde entier et avec le temps, ces drones sont devenus de plus en plus petits, discrets, beaucoup plus difficiles à détecter et à intercepter. Les drones représentent l'un des défis les plus importants pour l'armée de l'air israélienne aujourd'hui. Mais selon moi, ce qu'il faut retenir, c'est que si ces drones ont survolé Israël pendant aussi longtemps et ont été renvoyés au Liban, ça veut dire que l'opération a échoué. Mais Zvika Chaimovic, on le sait, la défense antiaérienne israélienne n'a quasiment pas le droit à l'erreur. Donc comment réparer justement cette erreur? Notre mission principale est de protéger notre terre et notre espace aérien des menaces qui viennent du Liban, de Syrie ou d'autres pays. De jour comme de nuit, que ce soit de petits dispositifs ou des appareils plus grands, nous devons assurer notre sécurité nationale. C'est l'objectif de nos forces de défense. Je sais que les commandants feront tout ce qui est nécessaire pour se préparer et être opérationnels pour la prochaine confrontation. Ils doivent améliorer leurs facultés de détection et augmenter le nombre d'alternatives possibles pour intercepter ce genre de dispositif. Nous pouvons être confrontés à un nouvel assaut de drones n'importe quand, ça peut être aujourd'hui, demain, ou même dans une semaine, mais peu importe, nos hommes doivent être prêts à faire mieux que vendredi dernier. C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question, c'est-à-dire que Hassan Nasrallah et même les Iraniens ont promis d'énormes surprises à Israël. De quoi parle-t-il ? Je pense que lors des conflits à venir, que ce soit à Gaza contre le Hamas ou contre le Hezbollah au Liban ou sur d'autres fronts, nous serons forcément confrontés à des surprises sur le champ de bataille. C'est mon hypothèse. Mais si on essaie de définir la surprise en se basant sur ce qu'il s'est passé vendredi dernier, ce n'était pas vraiment une surprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons souvent été confrontés à des assauts de drones au cours de ces dernières années. Donc ce n'était pas ce qu'on peut appeler une surprise. Si on parle de surprise, on pourrait plutôt s'attendre à une opération terrestre ou aérienne. Il faut essayer de comprendre si ce sera une surprise dans la direction que nos ennemis prendront, dans le front qu'ils ouvriront, dans les dispositifs qu'ils utiliseront. Je n'ai pas envie de donner des idées à nos ennemis. Je suis sûr qu'ils travaillent déjà là-dessus et qu'ils vont essayer de surprendre ça la prochaine fois. Ça, c'est une certitude. Zvika Chaimovic, j'aimerais qu'on regarde ces images ensemble du premier essai de la marine sur un navire de guerre du SAR 6. C'est un nouveau navire de guerre. Elle a été testé sur place un nouveau système de Barak 8, c'est-à-dire de missiles antimissiles à bord d'un navire de guerre. Un essai réussi. Et ma question, d'abord on écoute Moshe Patel, le responsable du programme balistique du ministère de la Défense. Nous marquons une autre étape historique pour le système de défense d'hommes de fer, l'achèvement d'une série de tests offshore du système de défense antimissile à bord d'un navire de la marine. Le système de détection avancé a identifié avec précision diverses menaces, notamment les tirs de roquettes, les missiles de croisière et les drones. Le système a réussi à intercepter les menaces avec une précision chirurgicale. Le succès des tests renforce encore notre confiance dans nos systèmes de défense antimissiles, ainsi que la capacité de la marine israélienne à défendre les sites stratégiques de l'État d'Israël. Zvika Chaimovic, en quoi la marine peut aider à la défense antiaérienne du territoire israélien ?
Tout d'abord, ça nous montre bien qu'Israël imagine des concepts uniques et construit des systèmes très perfectionnés pour protéger son territoire, et c'est bien. Et puisqu'on parle de biens, il faut savoir qu'Israël possède de nombreux actifs qui se situent en mer Méditerranée. La plupart sont des actifs énergétiques, et nous savons qu'ils sont sur la liste des menaces qui se trouvent entre les mains de nos ennemis. C'est pour cela que nous devons les protéger. Le fait que nous ayons développé les capacités du dôme de fer depuis plusieurs années pour protéger nos actifs en mer nous fournit davantage d'outils pour être plus efficaces dans le but de protéger nos actifs nationaux. C'est très important pour la stratégie sécuritaire de notre pays et c'est aussi important que nos ennemis sachent que le système de défense dôme de fer protège nos actifs qui se trouvent en mer Méditerranée et est complètement intégré à notre plateforme de défense maritime. En quelques secondes, s'il vous plaît, avec la crise en Ukraine et en la Russie, avec les négociations à Vienne, est-ce que vous pensez être rappelé sous les drapeaux très prochainement? En clair, est-ce que vous êtes pessimiste sur la situation dans la région? Je ne crois pas que ce soit une question d'optimisme ou de pessimisme. Vous avez parlé de deux événements qui se sont déroulés de manière simultanée. L'un d'eux a des répercussions directes sur Israël et l'autre est un conflit à l'échelle mondiale. Nous devons prendre le temps de nous améliorer et de nous préparer aux différentes options pour le jour où nous serons confrontés à une nouvelle menace. J'espère que cela n'arrivera pas, mais s'il faut en temps voulu, nous agirons. Merci beaucoup, Brigadier Général Zvika Chaimovic, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et à vos téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. On se retrouve la semaine prochaine.